C'est à Stéphane que je passe la parole, Stéphane Crépet de Productis. Ok, bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, on t'entend bien. Très bien. Donc oui, je suis en direct salon, puisque la vie, on va dire presque classique, reprend. Bon, j'ai pas de masque pour vous poser, c'est pas très bien, mais je pense que ça va être quand même un petit peu plus facile pour que vous puissiez comprendre au moins mes mots. J'espère que vous comprendrez aussi la teneur de mes propos, mais que ce soit déjà pas masqué, c'est le cas de dire. Donc, je suis au CFIA à Rennes, donc, le deuxième des 3 jours. Et nous nous présentons en fait, ce que je vais vous montrer également, c'est-à-dire des exemples précis de MES, c'est-à-dire donc de pilotage de production, avec une sorte de chef d'orchestre de pilotage de production dans ce système. Donc, je vais vous dérouler une présentation et si vous le souhaitez, on pourra voir quelques écrans derrière. Je n'ai pas pu, dans le PowerPoint qui vous sera communiqué, donner des noms et des exemples précis. Je vais vous en parler, mais je ne pourrai pas faire beaucoup mieux, puisque j'ai deux références dans la papeterie qui étaient sur deux sociétés différentes qui se sont trouvées la même, puisque c'est Alstom et Mosco, sur deux sites, un vers Grenoble et l'autre dans la Dordogne, et qui ont eu des problématiques différentes, l'une de traçabilité et l'autre d'acquisition de l'environnement de production et d'avoir le mieux possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et vous devriez voir apparaître une présentation correctement. J'ai le téléphone à côté, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai le son d'un côté et l'image de l'autre. Et donc, je vois que j'ai l'air de partager correctement. On va donc appuyer sur F5 et on devrait pouvoir directement voir l'ensemble de la présentation. Donc, le sujet du jour concerne la digitalisation 4.0, partie production. Vous avez un premier volet qui a été abordé plusieurs fois d'ailleurs avec la partie conception, la partie modélisation avec les jumeaux numériques. Il y a eu 2 sessions sur les jumeaux numériques qui ont eu beaucoup de succès et j'en suis très satisfait. Là maintenant, on va aller au niveau production, c'est-à-dire que très concrètement, l'entreprise papetière a des commandes et doit les réaliser et servir ses clients en temps et en heure et que ne se passe pas toujours comme prévu. C'est un petit peu le propos d'un logiciel MES. Donc, vous aurez ensuite la présentation de Christian Flachard, de Creative Wiki, qui est fournisseur du logiciel de MES Cube. Vous voyez, on est ensemble. On fait d'ailleurs tous les deux partie du club MES avec différents offreurs. Et aujourd'hui, on s'est réunis pour pouvoir présenter différents types d'applications. Et je laisserai Christian présenter une application plus liée à la documentation, qui a également tout son intérêt dans le monde papier directement. Donc, de quoi on parle? On va parler de solutions logicielles, mais aussi bien évidemment la partie matérielle est quand même importante. N'oublions jamais que toutes les belles solutions de l'industrie 4.0, s'il n'y a pas des serveurs performants et qui tournent, elles marchent moins bien. Donc n'oubliez jamais ça. C'est quand même très important de pouvoir avoir ce lien. Donc, la partie contrôle-commande, gestion, suivi et pilotage de production en zéro papier. Donc, pour ça, on s'est permis un titre de zéro papier pour des gens qui font du papier. Mais voilà, je pense que quand vous êtes sur des lignes de production, pour avoir traversé non seulement les clients que j'ai évoqués tout à l'heure, mais d'autres, on est sur des machines quand même généralement d'une certaine ampleur. C'est un petit peu compliqué dans ce monde-là, avec les produits, avec l'ambiance, avec la chaleur, de disposer de classeurs et de postes corrects pour pouvoir s'informer et produire. Donc une partie de ce qui se passe dans le MES, c'est également de pouvoir amener au poste de la documentation digitalisée. Donc, en fait, très rapidement pour la partie production, je vais vous présenter les différents systèmes d'information, des automatismes, programmable logique contrôleur, des interfaces on-machine, du MES, du catalogue électronique, de l'ERP et du décisionnel. Ça fait beaucoup de choses et donc le focus ici, il est sur la partie MES, mais je vais quand même le globaliser parce que souvent on se demande pourquoi il y a tant de couches. Donc on va venir là-dessus directement. Plusieurs références, vous voyez ici des gens qui font partie, donc on retrouve Alstom ici dans votre domaine. J'ai d'autres références dans le papier dont je ne peux pas trop parler sur du Connex, mais voilà, j'ai une certaine expérience dans ce domaine et puis je dirais que j'ai retrouvé quand même des similitudes dans le monde du papier avec de grandes chaînes chimiques ou agroalimentaires
Et donc, j'ai d'ailleurs des déploiements de solutions qui sont quasi identiques chez les uns ou chez les autres. Vous pouvez voir ici, on va agir pour beaucoup de monde et que je ne prétends pas détenir un MES pour le monde du papier, mais un MES qui s'adapte au monde du papier. Et je pense que c'est le plus important. Quel type d'interface obtenir sur un MES? Vous avez en fait ici à l'écran que des choses que l'on ne voit pas d'habitude. Des tablettes, ça vient, mais ce n'est pas encore dans les mœurs. Des téléphones, pourquoi pas? C'est-à-dire que quand je suis au bout d'un moment où je ne capte pas forcément très facilement avec un Wi-Fi, peut-être qu'un téléphone 4G va me permettre, comme on voit ici, de pouvoir remplir des documents de contrôle. Et je vous disais tout à l'heure, vous voyez une petite icône PDF ici, qui va permettre de faire en sorte de pouvoir éventuellement disposer d'un guide pour pouvoir aller renseigner le contrôle en question. Et puis derrière, vous voyez une télé. Et on croit beaucoup, honnêtement, à la télé comme étant un pourvoyeur d'informations très importantes pour le MES. Je ne sais pas quelle définition on donnera à Christian tout à l'heure. Moi, je vous donne un petit peu la mienne, au-delà de la norme. Le MES est fait pour pas qu'il y ait quelqu'un qui attende quelque chose qui n'arrive pas. Et la première des économies, liée au bon sens, elle est basée là-dessus. Ensuite, on peut optimiser les machines. On peut aller rationaliser la consommation. On peut augmenter et régler finement des cadences. Mais quand vous avez quelqu'un qui s'organise pendant 2 heures avec 3 personnes pour finalement s'inverser complètement la tendance parce que chacun sait dans l'atelier d'à côté que ça ne peut pas sortir, c'est, je pense ici qu'on fait quand même vraiment les plus fortes économies et c'est le plus fort retour d'expérience que je peux avoir avec mes clients. Vous avez enfin à droite sur la partie tablette, ici, je vais zoomer encore un petit peu, quelque chose qu'on appelle un charge capa. Alors un charge capa, c'est quoi? Puisque vous avez des commandes, il va falloir les exécuter. Bien sûr, pour le client, pas de problème, mais bon. Voilà. Donc là, vous les exécutez, et donc vos ressources sont forcément limitées, tant matériel, outillage que personnel. Et donc, il est de bon ton de pouvoir avoir un prévisionnel de livraison pour que vous puissiez vous-même avoir un prévisionnel d'ordre de fabrication. Ces ordres de fabrication vont s'enchaîner. Certains équipements vont pouvoir gérer plusieurs OF en même temps, simultanément, et d'autres, assez souvent, vont pouvoir faire qu'une opération d'un OF en même temps. Donc, ça veut dire que dans votre application de MES partie planif, je n'ai pas dit gros ordonnancement compliqué, mais au moins planification, je vais avoir l'information de durée, ici, là-haut, et puis j'aurai des informations d'avancement. C'est-à-dire que l'OF, la deuxième barre que vous voyez ici, est constituée de plusieurs opérations. Ces opérations, vous envoyez ici avec la nuance de couleur directement l'avancement. Encore une fois, si j'ai un blocage ou un arrêt qui dure 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure sur une ligne, je pense que ça parle à chacun de vous, comme ça parle à chacun de mes clients, vous avez la fin de l'opération qui va forcément, en respectant la cadence de base, reprendre aussi cette demi-heure dans la figure. Tout comme si vous vous arrêtez une demi-heure avec votre GPS à la station-service, quand vous allez repartir, indéniablement, le système va vous dire Coco, tu vas arriver une demi-heure plus tard. Voilà. On est exactement en même temps. Et si vous avez une notion de prédécesseur par rapport à un OF qui suit derrière, il est décalé de temps et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir en regard, là vous voyez du rouge et du vert, c'est-à-dire des temps qui sont prévus ou des ressources qui sont surchargées. Et donc en un seul écran, vous avez vraiment la visualisation de ce qu'un chef d'équipe bien expérimenté va déjà avoir en tête, mais qui va pouvoir au moins le démontrer et le publier aux autres. L'idée, c'est de se passer de documents, mais c'est aussi de se passer de coups de téléphone dans tous les sens pour avoir des informations. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum d'informations puisse passer. Je travaille pour des gens qui ne sont pas imprimeurs, qui sont Manitou, mais je pense que vous avez tous chez vous les outils de chez Manitou. Vous avez des énormes télés de 2,40 m de diagonale qui affichent des informations sur l'assemblage des châssis, des chariots, des flèches, etc. Et ça veut dire que tout le monde peut voir directement l'avancement et chacun sait s'il est bloqué ou pas. Vraiment, j'insiste sur cet aspect télé. Ce n'est pas le logiciel. Le logiciel, il est là pour mettre en valeur une information, mais le matériel important pour pouvoir le mettre. Donc, le MES, où est-ce qu'il se situe? En fait, au niveau 1, vous avez les capteurs et les actionneurs. Ensuite, vous avez l'automatisme qui va piloter tout ça. Si je reprends Astron Nomco, dans les deux cas, on est sur des machines assez énormes, sur des lignes de production qui sont onéreuses, anciennes, bruyantes, chaudes, et pas forcément faciles à manier avec le nombre de produits chimiques en plus qu'on met à l'intérieur. Pour autant, on nous demande de faire de la trace alpate, on nous demande de savoir combien de ballons on a consommé, on nous demande de savoir dans quel seau ou dans quel bidon on a puisé du produit chimique et combien, et qu'on puisse retourner le bidon une fois qu'on l'aura consommé pendant la période de production,
dans le stock magasin produits chimiques et pouvoir identifier lequel on a pris et combien il en reste pour les suivantes de manière à pouvoir transmettre à l'ERP, par dessus, attention, je suis en niveau bas de stock de ce produit, donc il faut en recommander. Voilà. Pour faire simple, on va dire que l'ERP et le MES vont faire de la gestion, mais l'ERP va parler argent, là où MES va parler essentiellement enchaînement de tâches et ratio de production. Vous pourrez avoir, j'ai transmis à Sybille, bien évidemment, cette présentation, vous pourrez la retrouver et l'analyser un petit peu plus finement, mais vous voyez les différents niveaux, cette fois-ci de droite à gauche, avec les différentes valeurs d'usage, et notamment celle du MES. Vous voyez que le MES est assez gros. Alors on peut dire que c'est les gens qui ont fait du MES qui ont fait ce niveau, mais ils ne sont pas les seuls. J'ai assisté à des présentations d'Airbus en Allemagne, à Hambourg, où les gens, finalement, voyaient que le MES était le vrai chef d'orchestre de tout ça. Et je pense sincèrement que, bien évidemment, que l'ERP a son importance et qu'il est un outil de gestion transverse incontournable pour une entreprise, mais la vérité du terrain est plutôt avec des valeurs de temps, en plus qui ne sont pas les mêmes. Donc, un MES, ça va faire au-delà des 11 points de la norme. Je ne suis pas là pour faire un cours magistral sur les 11 points de la norme, mais on va retrouver tout ce qui est la gestion des ressources et de la planification avant de produire. Ensuite, en opérationnel, on va avoir tout ce qui peut permettre de lancer, de suivre, de mettre en pause pour pouvoir faire passer un autre OF et de redémarrer la production. La gestion de la qualité, ou plutôt de la non-qualité, des fois. La productivité avec les arrêts, la qualification des arrêts, les défauts, parce qu'attention, un arrêt n'est pas forcément un défaut et un défaut n'entraîne pas forcément d'arrêt, et puis une traçabilité complète. La partie restitution derrière, après la production, l'idée est d'avoir vraiment un maximum de restitution avec des tableaux de bord dynamiques, des rapports configurables, des diaporamas en temps réel qui circulent sur les télés. Et quand je dis temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une diapo qui se met à jour avec des OF ou avec un Pareto de d'arrêt, ben, l'information est requêtée au moment où elle s'affiche. Il ne s'agit surtout pas de faire un diaporama comme moi avec un PowerPoint figé. Et puis des notifications. On a beaucoup de clients, je pense que Christian sera exactement dans le même cas que moi, à avoir des demandes qui demandent du push, c'est-à-dire, voilà, le matin, je voudrais le Pareto de la veille sur les arrêts, sur mes pauses de ma qualité, sur le respect du temps de mes élèves, etc. Et donc, bien évidemment, on va aussi s'interagir avec non seulement les systèmes de production, non seulement le RP, mais également le système d'information de messagerie pour pouvoir aller diffuser tout ça. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement ample, le MES, ça couvre beaucoup de choses. Et ici, je ne parle pas d'argent. Je parle de temps, je parle de ratio, je parle d'efficacité, je parle du nombre de coûts, je parle du nombre de pièces, je parle de cadence. La partie argent, qui bien évidemment est toujours finale, donc c'est le nerf de la guerre, elle est gérée par le RP et nous, on va descendre de l'ERP des informations pour pouvoir produire. On va éventuellement lui recaler son planning parce qu'il ne va pas avoir les mêmes effets de temps que nous, on va le voir, et on va lui rendre le résultat à la fin. Alors, quelles sont toutes ces pièces? Un automate programmable, en anglais Programmable Logic Controller, c'est quelque chose qui va permettre à toutes vos grosses machines de fonctionner. Par contre, on va faire du contrôle-commande. Un automate, c'est quelque chose qui va regarder ses capteurs, qui, en fonction des valeurs des capteurs, va agir sur ses actionnaires, et quand il a fini, eh bien, il recommence. Par contre, il le fait très très vite, puisque quand je parle même de 50 millisecondes, on n'est même pas sur un temps de cycle automate qui est plus court que ça, mais on est sur un temps de cycle de communication de data vers des logiciels tiers pour que nous, justement, en MES, ou qu'un système de HMI, on va y venir juste après, puisse pouvoir voir l'information. En revanche, zéro passé, votre automate qui pilote la machine, il connaît maintenant, ni dans 10 secondes, et surtout pas il y a 10 secondes non plus. Donc, chacun à son niveau. Et ce qu'on demande aussi à un automate, c'est de ne pas planter quoi que ce soit et d'être toujours opérationnel, parce que c'est la vie et c'est le cœur de votre machine quelque part. Donc c'est mieux qu'il soit pas s'oublier et qu'il puisse s'oublier. Une interface somme-machine, vous en avez tous chez vous, soit en façade d'armoire, soit sur des superviseurs centralisés, soit les deux. Et vous avez les principaux ratios et le moyen d'aller acquitter des alarmes, le moyen d'aller ouvrir une vanne, le moyen d'aller lancer, pourquoi pas un OF, si ce n'est pas le MES qui le fait, ou qu'on a besoin d'une validation opérateur qui va directement lancer dans l'automate, quand bien même on sait le faire automatiquement si c'est demandé. Et on va surtout présenter une vision graphique de la production, alerter, maîtriser, avec quelque part une réactivité maximale. C'est-à-dire que quand vous avez un panneau d'affichage et que vous attendez 5 secondes, mesdames et messieurs, je sais que vous commencez à râler, vous avez bien raison. Et la seule mémoire qu'on a, c'est une sorte de magnétoscope de valeur qui permet de dire qu'à 15h37 hier, on avait telle valeur, un petit peu comme on le faisait à l'époque, avec des afficheurs papier et des traceurs de courbes sur un pilote.
Donc aujourd'hui, ça a été digitalisé, ça fait 20-30 ans que ce type de logiciel est mature. Il n'a pas besoin de base de données, d'une règle générale. Il communique avec les automates, avec des protocoles qui sont relativement connus, qu'on utilise également en MES, et ça permet d'avoir, cette fois-ci, un outil de contrôle en réel. Si on remonte dans le cran, on a en fait dans un MES deux systèmes d'information. On va avoir un système d'information avec ses automates et ses superviseurs, et de l'autre côté, toutes les datas qu'on aura stockées dans une base essentiellement pour pouvoir avoir une notion d'historique. Donc on va parler souvent d'un horizon de quelques semaines avant et quelques semaines dans le passé, parce que ça correspond à une certaine réalité. Si vous prenez un agroalimentaire, vous avez 3 semaines maximum, et encore c'est le bout du monde. Si vous allez chez Armus, vous avez 6 mois d'horizon. On ne produit pas les mêmes choses à la même vitesse. Et vous, je pense que dans le monde du papier, vous serez plus sur les 3 semaines ou 5 semaines d'horizon que sur les 6 mois. Et donc, on va être connecté à l'ERP, on va appliquer des gammes, des opérations, des contrôles qu'on aura prélevés dans un ERP, qu'on aura déclaré dans le MES ou qu'on aura mis dans un PLM. Je suis désolé, ça fait beaucoup d'acronymes, mais voilà, en fait, on pioche dans la partie conception, ce qui permet de stocker la partie conception pour pouvoir le mettre en application. Parce que dans le monde du papier, on a toujours des gammes, des opérations et des contrôles sur ces opérations, exactement comme dans beaucoup de métiers. Mais l'idée est vraiment de présenter des valeurs de l'opérateur au CEO. On ne va pas leur mettre les mêmes écrans, ces deux-là. Mais grosso modo, ils vont être sur la même vérité. Et surtout, on va éviter le fameux Excel où celui de Christian aura 5 et le mien aura 7 et on va dire lequel a raison et lequel a tort. En fait, tout le monde a tort dès lors qu'on n'a pas un système d'information qui est vraiment homogène avec des valeurs qui sont les mêmes pour tout le monde, quand bien même les ratios ne sont pas sur les mêmes échelles de temps. Un ERP se trouve encore au-dessus. C'est-à-dire qu'on va gérer bien évidemment la partie financière, j'ai assez insisté là-dessus, et puis surtout on va être en journée, en semaine, en mois, on va faire du calcul de besoins financiers, on va refaire du stock, on va calculer la moyenne des stocks, on va essayer d'optimiser, on va gérer les feuilles de paye, on va gérer les achats, on va gérer la vente, on va gérer de la CRM si jamais il n'y en a pas à l'intérieur, et tout ceci, ce n'est pas la réalité du terrain. Et donc souvent, quand on a un planning de production, ce planning de production, il est à la journée. Voilà, Coco, j'ai besoin de ça aujourd'hui. Maintenant, j'imagine, j'ouvre la trappe et je vais voir les gens qui travaillent en bas, qui produisent dans des lignes, et je dis, tiens, il faut ça aujourd'hui, ça demain, ça après-demain. Et donc, c'est pour ça que nous, MES, on essaye de mettre tout en musique en fonction du fait que Raoult soit malade ou que la ligne 2 est en maintenance de 14h à 16h, ce que lui, ERP, il ne sait pas, qu'il ignore, il n'a pas tort, il ne peut pas abandonner. Donc, on va parler en année, en exercice, en journée, en semaine et en mois, mais la journée sera minimum. On est très loin de notre automate à 5 millisecondes. Donc chaque en fait, outil a son échelle de temps et c'est ce qui lui dicte quelque part son importance. La partie Manufacturing Intelligent System, en fait, ce sont des outils de BI, mais avec du temps réel en plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des ratios dynamiques qui montent et qui descendent parce qu'on communique avec les automates et donc on remonte ces informations-là. Il y aurait de quoi faire tout un discours là-dessus, je vais pas aller plus loin, mais voilà, c'est important que les gens puissent le mettre. Ensuite, sur ces logiciels, vous aurez la possibilité de les avoir soit en mode service, aujourd'hui, soit en mode licence. Vous auriez posé la question il y a 10 ans, vous aurez tous dit, on a que du modèle on-premise licence. Aujourd'hui, on a tous porté notre offre en web, Christian comme les autres, comme nous, et donc on a de quoi pouvoir héberger à distance, communiquer à distance avec des normes comme au PCUA, là aussi, il y aurait de quoi faire une présentation complète sur ce domaine. Le plus important, c'est que pour vous, ça vous permet d'avoir le choix entre un investissement ou un coût de fonctionnement. Et ça, c'est un choix qui n'était pas disponible avant. Les logiciels de RP, ça fait longtemps qu'ils proposent de l'ERP en mode SaaS, c'est-à-dire software as a service que je loue au mois, même 10 heures en musique, c'est du SaaS. Si vous ne payez pas l'abonnement, vous n'avez plus de musique. C'est exactement le même principe. Mais vous n'avez pas d'équipement lié à la musique, votre téléphone ou votre ordinateur voilà. ou votre Apple TV. Donc, l'important, je ne vais pas rentrer dans les critères économiques, mais c'est que maintenant, les deux modes vont être disponibles. Après, j'ai un discours sur les serveurs sécurisés, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, je ne reviendrai pas dessus. Je vais avoir une notion tarifaire, ce n'est pas le propos. Et voilà, ici, j'ai directement ma production. Je vous montre très, très succinctement l'interface. Voilà. Ce logiciel, ça ressemble à ça. Vous voyez ici une production qui monte exactement comme je peux l'avoir en Dordogne chez Alstom Minchco, avec une certaine cadence. On voit ici, dans cette simulation, que j'ai des pièces qui sont réalisées
et conforme. J'ai assez heureusement, quelque part, dans la logique de présentation, moins de pièces conformes que de pièces réalisées, ce qui veut bien dire que j'ai du rebut, et que ce rebut, il va falloir que je le justifie, parce que j'ai 16 250 pièces qui sont réalisées, j'ai 3 720 rebuts, c'est énorme. On voit ici qu'en termes de qualité, j'ai beaucoup de soucis, et donc sur ces soucis, je dois pouvoir ensuite dire, voilà, celle-là, et puis celle-là. En fait, c'est un défaut qui est le même, donc j'ai une justification multiple, et en fait, c'est parce qu'au niveau aspect, j'ai une étiquette non conforme. Et donc, je vais comme ça qualifier mes 1480 rebuts, qui sont autonomés dans mon exemple, pendant l'étape de conditionnement qu'il y a ici. L'important avec ce type d'interface aussi, c'est de pouvoir resizer ou modifier. Donc là, je vous ai montré ici une mise en page, mais je peux très bien avoir d'autres mises en page avec la manière. Là, je vous montre volontairement quelque chose qui ressemble à rien, mais c'est juste pour vous dire qu'on va pouvoir construire quelque chose, le mettre en forme et provoquer ses propres pages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des écrans qui auront besoin de plus de documentation et de contrôle, parce qu'on est sur des postes plutôt manuels. Et puis, il y a des gens qui vont être sur de la machine lourde à cadence, qui vont privilégier les ratios et peu de manipulation, parce que de toute façon, c'est plus petit. Donc là, tous, je ne prétends pas faire la promo de mon propre produit. Encore une fois, le logiciel Cubes de chez Christian a également des valeurs d'usage qui sont excellentes. On est tous contraires. Je pense aussi qu'on a tous de quoi travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de digitalisation. L'important, c'est que vous puissiez vous comprendre aujourd'hui qu'il y a vraiment ce qu'il faut pour pouvoir suivre et mettre en page. Vous avez des systèmes de reporting. Alors, je suis désolé, je suis avec le partage d'écran de la tablette qu'il y a derrière, donc c'est pas bien vif tout ça. Parce que là, je suis sur un serveur en cloud. Voilà. Et là, vous avez ici, vous voyez, du total, en cadence, en sous-cadence, parce qu'on va repérer la sous-cadence aussi. C'est une forme de non-qualité. Et puis, vous avez, désolé pour les valeurs qui ne veulent rien dire, mais vous avez des paretos, des détails, etc. Tout ça, c'est du reporting. Et donc, on va avoir des choses beaucoup plus simples comme la répartition des arrêts. Vous voyez, sur l'horizon, donc sur mes 2 semaines passées, et si je regarde sur la semaine, j'ai une répartition qui est différente pour cette semaine que de la précédente, etc. L'important, c'est aussi de dire que tout ici peut s'apprendre avec une simple formation. 3 jours de formation opérateur doivent suffire pour pouvoir ensuite former des utilisateurs clés qui vont après former le reste de l'équipe. Vous pouvez, si vous avez des gros volumes, avoir de la fonction de localisation et déterminer sur une carto avec soit de la localisation par téléphone mobile pour des gens qui font des opérations, soit avec des tables, on est en train de passer des accords avec du LoRa ou des choses comme ça, avoir une justification. Vous voyez la portée, on peut même aller faire du suivi logistique avec un logiciel de MES. J'en profite d'une dernière écran sur la répartition qualité qui fonctionne comme son frère. Voilà. Encore une fois, de la charge avec de la planification. Je vous ai montré tout à l'heure des écrans. Ceux-ci sont un petit peu plus lourds pour ma tablette. Je peux le décliner en calendrier, un planning atelier, et j'ai directement les bonnes infos à la fin. Bon, désolé, ça arrive pas très très vite. Des écrans opérationnels, des écrans et des écrans décisionnels directement. Vous voyez ici, là, mon OF que vous avez vu tout à l'heure, il est en cours ici, et j'ai directement l'avancement de l'opération sur mon lot correspondant. Je peux le voir en calendrier. Je peux le voir en planning atelier. Voilà. Encore une fois, ce sont des écrans qu'on a choisis. Là, j'ai beaucoup de choses à gauche parce que je vous le montre en tant qu'administrateur. Mais sinon, je vais, pour certains types d'utilisateurs, sur certains postes, définir des rôles et de la partie de visualisation. Ce sont ces outils-là qui sont présents chez les 2 clients que je vous ai cités tout à l'heure, avec, encore une fois, du visuel et, très honnêtement, une adhésion des gens parce qu'on va avoir des écrans de capitalisation pour qu'ils puissent remonter des informations en attendant que les services méthodes les fassent appliquer. Ce genre d'outil, si c'est vécu comme du flicage, ça ne marche pas. Vous pouvez mettre le meilleur outil qui soit, de chez Christian, de chez moi, de chez d'autres. S'il n'y a pas une adhésion des opérateurs, ça ne marche pas. Et pour qu'il y ait une adhésion des opérateurs, il faut que ce soit facile, pratique, que ça mène de l'info et que ça puisse permettre aux gens d'aller remonter de l'information en cas de dysfonctionnement. Voilà. Je vous épargne les autres écrans, je ne veux pas tout montrer, mais voilà. L'important, encore une fois, c'est d'avoir ce qui se passe sur les lignes, une vue macro. Vous voyez ma ligne de tout à l'heure, je la retrouve uniquement ici. J'ai la ligne 2 qui est en cours de démarrage et je sais que la ligne 3 et 4 ne vont pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans les ateliers, mais vous pouvez être informé au lieu de débarquer et de prendre des gens par surprise.
vous avez eu le temps de réagir, vous avez le temps de penser à de l'amélioration ou à de la piste, et donc d'avoir des discours beaucoup plus forts. Voilà, j'ai pris pas mal de temps. J'espère avoir été assez exhaustif et vous faire adhérer à cette logique-là, puisque là, on n'a plus de papier et on a une information qui circule vers tout le monde, qui est toujours la même, j'entends toujours la même, qui est fiable et unique pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très claire. Alors si vous avez des questions, nous avons un temps dédié à en fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, Stéphane sera ravi de pouvoir répondre à vos interrogations. Avant de passer à ce mode de questions-réponses, j'invite Christian Flachard de Créativité de bien vouloir prendre la parole et partager sa présentation avec nous. Merci. Ça doit être bon. Ouais, on la voit bien, merci beaucoup. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Difficile de passer après le président qui nous a fait un exposé brillant, dynamique. Donc moi je représente Creative IT et je vais essayer de partager avec vous des retours d'expérience dans l'industrie papetière. Tout d'abord, je vous présente rapidement notre entreprise, notre produit, puis après je vous parlerai d'un cas d'usage, c'est Saïka, anciennement Emma Lédier, avant qu'il soit racheté par le groupe Saïka, et un autre chez un client final qui s'appelle CGMP. Voilà. Donc très rapidement, nous l'entreprise s'appelle Creative IT, nous sommes basés à Lyon, une quarantaine de personnes, fidèles du groupe Pressia Molène qui est spécialisé dans le pesage, une entreprise qui fait 3 millions de chiffres d'affaires et qui est donc éditeur et intégrateur d'un logiciel MES. C'est ce que vient de présenter Stéphane. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Notre produit, tout comme Productis, permet d'avoir un scope assez large autour de la production, de la performance, de la qualité, la logistique cuisine, etc. Donc ça, je passe rapidement. Et nous, notre promesse, c'est un peu ce qu'a expliqué Stéphane tout à l'heure, hein. C'est que la personne qui est l'opérateur qu'on voit à droite de l'écran, eh bien, il est un écran pour pouvoir lancer ses OF, définir des quantités produites, des rebuts, faire des contrôles qualité. Qu'au-dessus de lui, il y a un partage d'informations. Vous voyez les deux grands écrans qui sont en haut d'atelier, qui permettent de partager un taux de rebut, un avancement, des problèmes dans certains îlots. Tout ça pour que le chef de ligne ou d'usine ou d'atelier, lui, puisse décider sur la base d'indicateurs temps réel. Donc ça rejoint la présentation de Stéphane, donc rien de nouveau, rien de très différent, mais c'est notre quotidien en tant qu'acteur du monde MES. Alors pour parler un petit peu de l'usage chez Saïka, pour nous c'est une histoire qui est longue depuis 20 ans, hein, c'est un client historique pour nous, qu'on avait équipé sur 2 divisions, la division papeterie, donc avec 2 grosses usines, une à Saint-Vallier en vallée du Rhône et puis une à Nogent sur Seine ou sur Marne, je ne sais plus, dans l'est de la France, et puis la division emballage où il y a un peu plus de sites. Donc là aujourd'hui je ferai un petit focus sur la partie papeterie. Alors contrairement à ce qu'a pu faire Alstom avec Productis, Emma Lédier à l'époque n'avait pas souhaité aller trop loin dans l'informatisation de ces ateliers et donc c'était limité à 2 périmètres qui sont la gestion documentaire et les processus opérationnels. Donc gestion documentaire, c'est de pouvoir avoir un logiciel qui va permettre de partager les documents entre les différents services et de faire du zéro papier, c'est-à-dire de supprimer les classeurs qu'on trouve en atelier qui permettent d'aller chercher les documents qualité ou des documents de production, de nettoyage ou de réglage. Et puis ce qu'on appelle les processus opérationnels, c'est de pouvoir informatiser certains documents papier qu'il y avait. Par exemple, pour déclarer tel état de production, ou telle non-conformité, ou tel relevé d'énergie. Donc, ce n'est pas un MES au sens propre, comme l'a montré Stéphane chez Alstom, c'est plus des petites informatisations locales qui leur paraissaient certes moins ambitieuses, mais plus accessibles. 2 exemples. Alors, ce que je vous dis là, j'ai une petite bulle là, qui illustre en fait ce que m'a répété le client là, que j'ai rappelé semaine dernière. Le client, j'aurais aimé faire participer le client pour que ce soit lui qui vous le dise, mais il ne pouvait pas aujourd'hui. Donc, j'ai noté consciencieusement tout ce qu'il m'a dit. Un des processus importants pour eux, il l'appelle le R-Info.
on est dans le lean management, hein, c'est la remontée d'informations terrain, c'est-à-dire privilégier tout ce que nous disent les gens sur le terrain et faire encore en sorte que ce ne soit pas une lettre morte, mais au contraire que ce soit enregistré, que ça vive dans l'entreprise. Donc, ce qu'on voit, c'est, alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais ce que m'a demandé le client, c'est de ne pas mettre les écrans trop en gros parce qu'il y a une certaine confidentialité chez eux, ils ne voulaient pas que, bon, bref. Mais c'est le petit formulaire qu'on voit en bas à gauche, qui s'appelle remontée d'informations, R-Info, où l'opérateur sur ligne va choisir dans des listes déroulantes avec des boutons sur un écran tactile, bah, le type de problème ou d'information qu'il veut remonter. Admettons que ce soit un problème de sécurité, il constate que les chariots élévateurs vont beaucoup trop vite dans cette zone de l'usine, bah, il va pouvoir le dire. Donc il remplit son petit formulaire, puis il appuie sur valider, et derrière, ça remonte à un responsable hiérarchique qui lui va dire bah oui, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. S'il dit qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il trouve que les chariots vont pas trop vite, il va devoir justifier sa raison, de manière à ce que l'opérateur qui a déclaré, bah, on lui dise bah non, désolé, ta demande n'est pas prise en compte. Et plutôt que de lui dire, enfin de rien lui dire justement, là il a l'info en retour. Alors généralement, les demandes sont traitées, elles sont prises en compte. Et puis ensuite, ça suit ce qu'on appelle, nous, un workflow dans l'entreprise. Donc si par exemple, bah, c'est le problème des chariots élévateurs, ça va remonter en comité opérationnel d'usine. Et il y aura un vrai débat entre la prod et la logistique. Pourquoi tes caristes ils vont si vite et pourquoi tes gars ils sont si lents. Enfin, bon, ils vont se mettre d'accord. Et tout ça, à nouveau, c'est redescendu à l'opérateur. C'est très important pour, à l'époque, Emma Lédier, donc maintenant Saïka, très important que la personne qui a déclaré le problème sente qu'il est vivant et qu'il est traité. Et puis donc, tout ça, ça rentre dans un reporting terrain. C'est-à-dire que tous les matins, ce que m'expliquait la personne de chez Saïka, tous les matins à 8 heures, il y a réunion dans chacun des ateliers pour étudier l'état de tout ce qui a été déclaré ces derniers temps et où ça en est à J-1. Bah, ton problème de chariot que tu as déclaré il y a une semaine, voilà, on en a parlé lundi en réunion d'équipe management et voilà ce qu'on propose, est-ce que ça te convient, etc. etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas un MES au sens où on va traiter des quantités de produits, des numéros de l'eau, etc. C'est une informatique d'atelier, mais un petit peu moins ambitieuse et centrée sur la partie remontée terrain. Le deuxième exemple que la personne a pris auprès de moi, donc qui est un autre processus, alors qui s'appelle les réclamations clients, le processus RC chez eux. Et pourquoi elle m'en parlait? Parce qu'elle me disait c'est très important, parce que là on est plutôt dans l'information descendante, c'est-à-dire que remonter l'info, on part du terrain et on remonte. Là, c'est l'inverse, c'est le client qui vient à nous. Et donc, les réclamations sont ouvertes par le service client qui dit bah, moi, j'ai telle bobine, ça ne me plaît pas, ça ne correspond pas à ce que j'ai commandé, ou il y a trop d'ondulations, ou il n'y en a pas assez, enfin, je ne sais pas. Et donc, c'est pareil, un workflow qui va descendre dans les différents services pour être analysé et qui, s'il concerne la production, va aller jusqu'à l'encadrement terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté les commerciaux qui sont ouverts avec les clients à dire bah, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Non, le commercial va pouvoir s'appuyer sur une réponse du terrain qui va dire bah, oui, effectivement, c'était pas bon, bah, on va vous le refaire, ou c'est pas bon parce que bah, dans le cahier des charges, vous n'avez pas précisé qu'il fallait pas qu'il y ait telle caractéristique, enfin, je ne sais pas. Et là aussi, ça déclenche des indicateurs. Donc, vous voyez à gauche, là, ce petit écran, et encore une fois, il est en très petit, hein, qui permet de déclarer les problèmes de réclamation client, éventuellement avec un petit graphique qui permet de dire si le problème est en cœur de bobine ou sur un centre de bobine. Et puis, le fameux indicateur qui va être présenté aux équipes. Alors, vous le voyez en très petit parce que voilà, il ne voulait pas qu'on le diffuse trop. En haut, vous avez des filtres qui permettent de dire bah, je veux me limiter à tel client, telle famille de clients. Il y a un message qui m'adressait dans le chat. Je parle trop vite, non? Ou il y a un souci? Non? Non, non, c'est parfaitement clair. Ok. Alors, je reviens. Donc, en haut, vous avez des filtres qui permettent de définir sur quel client, famille de clients on travaille, sur quelle usine on travaille, les dates entre, je sais pas, les réclamations du mois d'avril. Et puis, en colonne, vous avez le nombre de soucis qu'on a eu, classés par cause. Et là, donc, en bas, il y a alors, on ne voit pas très bien les graphiques. Il y en a deux qui sont très, très importants pour eux. C'est le top 10 par client. Quels sont les problèmes pour le client durant, bah, quels sont les top 10 des problèmes qu'on a rencontrés depuis le début de l'année. Et l'autre top 10, c'est un top 10 des causes, donc tout client confondu. Quelles sont nos principales causes et quelles sont les causes sur lesquelles il faut qu'on travaille en amélioration continue.
Donc voilà, je trouvais intéressant de vous partager ces deux exemples. Pour compléter l'exemple de Stéphane qui était plus sur du suivi de production, là on est sur des choses un peu plus light, mais qui marchent bien et qui permettent de faire de l'amélioration continue en usine. Le deuxième cas d'usage, donc il est chez CGMP. Alors CGMP, ça doit vouloir dire comptoir général des matières premières. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la production de serviettes et de nappes en papier, donc qui achètent des bobines chez nous en tant que fournisseur papetier et qui vont les débiter en serviettes jetables et nappes en papier jetables. Alors eux, par contre, ont opté pour une application MES chez nous qui permet de suivre les OF, de faire le bilan matière à partir de telle bobine où j'ai fait des nappes, est-ce que je suis bon ou non, j'ai eu trop de problèmes de rebut, de non-conformité. Et puis, comme ils ont un ERP qui n'est pas très puissant, ils ont demandé de suivre les stocks usines, donc les bobines en entrée, le stock intermédiaire de produits semi-finis, et également la préparation de commandes pour les expéditions clients. Donc, il y a une cinquantaine de terminaux mobiles pour faire les préparations de commandes et les inventaires. Alors, c'est une application qui est assez ancienne, je crois qu'elle a démarré il y a plus de 15 ans. Donc les écrans sont c'est des écrans un peu de l'époque qu'on n'a pas encore eu le temps de revamper de remettre au goût du jour. Mais voilà à quoi ça ressemble. J'arrive sur mon poste. J'ai un bouton connexion en haut pour dire je suis Christian Flachard et je vais me connecter. J'ai un bouton début d'OF qui va me permettre de démarrer mon OF. Voilà. Et au centre de l'écran, on a mis un graphique qui symbolise une des lignes et qui va leur permettre de voir ce qu'ils font. Ensuite, une fois que je suis en cours d'OF, eh bien, je vais voir tout ce que j'ai consommé, quel est le nombre de mètres linéaires ou d'hectomètres linéaires que j'ai consommé, et quelles sont toutes les palettes que j'ai pu produire à partir de ça. Voilà. Et là-dessus, ça permet de faire là, on est sur de la serviette abricot, couleur abricot. Ça permet à l'opérateur de savoir où il en est dans sa production. Et on aurait la même chose, effectivement, sur un client papeterie, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est des écrans très concrets, très opérationnels, très temps réel que l'on va retrouver sur ces lignes-là également. Voilà, j'en ai fini pour mon exposé. J'ai essayé d'être très court, très bref, très pragmatique. J'espère que ça vous apporte un peu d'eau au moulin. Merci beaucoup, c'était très clair en effet, très bien illustré. J'espère que ça va susciter des questions vu qu'on a du temps qui nous reste pour les échanges.